Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur cette heure du déjeuner qu'on va faire en sorte de rendre la plus agréable possible, peut-être un peu ludique aussi parce que vous allez vous rendre compte que le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça pourra faire référence à des situations de la vie pro, mais aussi de la vie personnelle, des relations avec vos familles, avec vos proches et puis avec vos enfants aussi, parce que ça peut être intéressant de décliner ce sujet du disque avec les enfants également. On va... hop, alors, je me présente rapidement. Je suis Corinne Houillet, je suis consultante en ressources humaines, formatrice et sophrologue. Voilà, toutes les dynamiques humaines au travail m'intéressent. Faire en sorte que les gens travaillent mieux, soient plus heureux au travail, ça fait partie des sujets qui me motivent beaucoup au quotidien. Les sujets de communication interpersonnelle, de gestion du stress et des émotions, parce que le stress et les émotions, ça influence énormément notre façon de communiquer, évidemment. Donc, ça fait résonance aussi avec le sujet du disque aujourd'hui. On va traiter ce sujet en trois temps, on va dire. Comment il faut comprendre le disque parce qu'il faut savoir sur quoi ça repose, comment ça a été pensé, c'est quoi l'origine de ce concept. On parlera des différents profils qui ont émergé de ce concept du disque. Et puis, finalement, le plus important, c'est comment s'en servir, c'est-à-dire comment bien communiquer avec le disque en différenciant les moyens, la façon de communiquer selon les profils qu'on identifie face à nous. Parce que finalement, on va voir que la bonne façon de communiquer, c'est d'abord de savoir quelle est la façon de communiquer de notre interlocuteur. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, le disque, il s'appuie sur les travaux d'un psychologue américain, William Moulton Marston. Lui, il s'intéressait pas aux pathologies, hein, contrairement à d'autres psychologues, psychiatres, psychanalystes de l'époque. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les comportements des personnes ordinaires dans la vie quotidienne. À la différence de Jung ou de Freud, par exemple, qui, eux, ils analysaient vraiment les émotions et les comportements des personnes qu'on pourrait qualifier de mentalement instables ou émotionnellement fragiles. Ben lui, il s'est penché sur les personnes normales, les gens, monsieur, madame, tout le monde, dans leur fonctionnement normal de la vie de tous les jours. Et il décrit comment les émotions conduisent à des différences de comportement entre les personnes et comment le comportement d'une personne peut aussi évoluer au fil du temps. On va voir que dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, il n'y a absolument rien de figé. C'est quelque chose de mouvant, tout ce qu'on va se dire. Pour l'anecdote, il était un inventeur, ça devait être quelqu'un d'assez farfelu. Il a créé le premier détecteur de mensonges et il était aussi écrivain et scénariste à ses heures perdues. Et c'est notamment lui qui est le père de Wonder Woman. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'assez certainement original. Pour comprendre ce concept du disque, pour lui, l'expression comportementale des émotions, on peut la classer en quatre composantes: dominant, influent, stable et consciencieux. Et initialement, ces types de comportements, ils sont le résultat d'un croisement, on va dire, entre deux axes. Là, on voit sur l'axe horizontal la façon dont la personne, elle voit le monde, son environnement, les éléments extérieurs, ce qu'elle peut percevoir comme hostile ou favorable. Par exemple, mon train est en retard, soit je vais avoir l'attitude de quelqu'un qui voit ça comme une situation hostile, je vais courir dans tous les sens dans la gare, je vais vouloir trouver une solution, changer de train, trouver une correspondance, trouver une solution de repli. Pour moi, la situation, elle est hostile dans ce cas-là. Ou alors celui qui voit ce retard de train comme une opportunité, quelque chose de favorable, bah, il va se dire, oh, bah, tiens, je vais en profiter pour visiter la ville, je vais trouver un banc pour lire mon livre, je vais me faire un petit resto pour goûter les spécialités du coin, etc., etc. Donc, il y a sur ce premier axe la différence entre ceux qui perçoivent l'environnement comme hostile ou favorable. Et sur l'axe vertical, ça détermine si le comportement de la personne il est tourné vers l'action ou vers l'observation. Toujours dans l'idée de mon train qui est en retard, est-ce que je me sens capable d'agir sur mon environnement? Est-ce que je me sens la ressource pour aller de l'avant? Ou alors est-ce que je me replie en attendant que la situation se décante? Voilà, ça traduit aussi deux façons de fonctionner. Et cette méthode, elle a évolué depuis les premiers travaux de son créateur. Hein. On peut faire une lecture qui est un petit peu différente aujourd'hui, mais qui est plus adaptée, qui correspond plus mieux à notre époque contemporaine. Sur l'axe horizontal, ça dit plus, est-ce que la personne, elle accorde la priorité à la tâche ou aux personnes? C'est comme ça qu'on l'a fait évoluer. On est passé d'un axe vision de l'environnement à un axe tâche-personne. Donc, ça veut dire que l'environnement hostile, il demande de se connecter, de se concentrer aux faits, sur les faits, alors que l'environnement favorable, il va offrir la possibilité de s'intéresser aux personnes. C'est comme ça qu'on le traduit. Je prends l'exemple de toujours de mon train en retard. Je profite pour avancer sur mes dossiers. Mon train est en retard, soit je profite pour avancer sur mon boulot, ou alors je discute avec les passagers, j'écoute les conversations autour de moi, j'appelle ma mère, etc. Donc on le traduit de cette façon aujourd'hui. Et sur l'axe vertical, on est passé
sur un axe extraverti-introverti. L'introverti, la personne, elle aura tendance à absorber les informations de son environnement pour prendre sa décision et agir dans un second temps. Donc, elle est dans un mode plutôt réflexion, action, réflexion. Alors qu'un extraverti va agir avant de réfléchir. Il va peut-être ensuite prendre en compte son environnement pour modifier sa façon d'agir. Donc, il va être dans un mode action, réflexion, action. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre sur quoi repose le principe du disque. Mais vous comprendrez encore mieux quand on détaillera les différents profils, évidemment. Ensuite, la question, c'est pourquoi des couleurs? Parce que chaque profil, on lui attribue une couleur. Parce qu'en fait, on attribue tous intuitivement des émotions ou des comportements aux couleurs. Si on prend l'exemple du rouge, le rouge, c'est l'amour, la passion, la chaleur, mais c'est aussi le danger, le sang, le feu, la colère. Vous voyez, ça, on a cette représentation. Le jaune, par exemple, c'est le soleil, la plage, la lumière, c'est tout ce qui brille, on va dire, mais c'est aussi le mensonge, la tromperie. Vous voyez, on dit jaune cocu. On attribue des choses aux couleurs, en effet. Le vert, ça va être associé à la nature, au printemps, au renouveau, mais on peut aussi l'associer à la solitude, à la jalousie. On dit être vert de rage, par exemple, ou être vert de jalousie. Ça fonctionne aussi. Euh, le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, la profondeur, l'infini, mais c'est aussi le froid, la glace, la mélancolie. Tout ça, en fait, ça nous donne de la symbolique, en fait, mais pour autant, les couleurs, ça reste un langage assez neutre. On peut avoir une couleur préférée, mais on ne peut pas dire qu'une couleur, elle soit meilleure qu'une autre ou moins bien qu'une autre. Et ben pour les comportements, c'est pareil. Il n'y a pas un profil qui est meilleur qu'un autre. Il y a pour chaque profil des atouts et des points bloquants si on est à l'excès dans sa couleur principale. Donc là, ici, c'est de retenir que couleur égale langage neutre, il n'y a pas de jugement de valeur à travers les différents profils, exactement comme on le ferait avec les couleurs. Alors, petit point de vigilance, ce test, enfin le questionnaire du disque n'est pas un test à proprement dit. Le test de QI, par exemple, ça c'est un test. Le questionnaire du disque, il permet de mesurer un style de comportement, donc des attitudes, des préférences dans des situations de la vie quotidienne. Et donc, ça va être en réponse à un stress ou à un défi, ou bien dans un conflit avec ses enfants, dans son couple, etc. C'est pas la seule grille de lecture des comportements humains qui existe. Il y a plein d'autres moyens d'évaluer, d'analyser son profil, sa personnalité, ses comportements. Alors, j'ai mis les exemples MBTI, ProcessCom, Enneagram, il y a plein d'outils. Et tous montrent que la personnalité, elle va évoluer assez peu au fil du temps, sauf si l'individu travaille sur lui. C'est-à-dire que quand la personne se met à travailler sur ses points bloquants, par exemple, eh bien, elle peut faire évoluer son profil. Et puis, la deuxième chose importante que je précise dans ces points de vigilance, c'est qu'il y a le profil naturel versus le profil adapté. Et cette expression qui dit chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire qu'on garde une tendance naturelle à agir, on agit d'une façon, mais on peut développer un style adapté pour les besoins de son poste, de sa fonction par exemple, ou d'un environnement social particulier dans lequel on évolue. Donc ça veut dire que je vous parlerai de ce questionnaire à la fin, et Julie reprendra peut-être le relais pour vous en parler. On va vous mettre à disposition ce questionnaire pour que vous puissiez procéder à ce questionnaire pour révéler votre profil. Et sachez que, je vous le dis à l'avance, c'est un questionnaire qui est une version abrégée du test DISC, du questionnaire DISC, et qui ne permet pas ici de mettre en évidence le profil naturel et le profil adapté, c'est-à-dire le moi public et le masque social. Donc, c'est plutôt ici aujourd'hui l'exercice consiste plus à comprendre comment on peut adapter notre façon de communiquer à notre interlocuteur, donc surtout d'identifier son profil. Et le but, c'est de mieux comprendre notre interlocuteur et mieux se faire comprendre en allant sur son terrain. Donc voilà, vous aurez le questionnaire pour vous évaluer, mais on va surtout parler ici de comment reconnaître les différents profils. Alors, l'enjeu, voilà ce que je disais, c'est d'adapter nos réponses à notre interlocuteur, à condition de savoir le reconnaître, hein, évidemment. Alors, on va commencer avec le dominant. Le profil dominant, il est orienté action et résultat. C'est le rouge par excellence
énergique, direct, déterminé, celui qui aime bien relever des défis, celui qui aime bien aller droit au but, celui qui sait prendre des décisions très vite. Il va être capable de porter des projets ambitieux, il n'a pas peur en fait, hein. C'est quelqu'un de très entreprenant qui va mobiliser les autres autour de lui pour atteindre des objectifs, par exemple. C'est quelqu'un qui va aimer les échanges très francs, très efficaces, qui supportent pas quand les choses vont doucement, et ils n'aiment pas les indécis, ou qu'on passe par quatre chemins. C'est des choses qui ont tendance à les fatiguer. Dans l'œil de l'autre, parce que finalement, si on regarde un petit peu, dans l'œil de l'autre, on le perçoit hein, souvent comme un leader, comme quelqu'un de dynamique, quelqu'un de convaincant, mais à l'excès, on peut le voir comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un d'impatient ou de trop centré sur le résultat, au détriment de la relation parfois. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui finit vos phrases, qui décide avant que la discussion elle soit terminée, vous lui dites bah, attends, je n'ai pas encore terminé, tu tranches déjà. Bah, c'est probablement, il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne dose de rouge chez votre interlocuteur. Donc, quand on regarde, si on résume le profil d'un dominant, qu'est-ce qui le motive le plus? Les défis, le challenge, la compétition. Vous voyez, le moteur du rouge, c'est le défi. Il aime bien gagner, il aime bien avancer. C'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie. Il y a besoin de pouvoir décider. Voilà, si on l'empêche de décider, ça ne va pas. Ce qui le rend fou, c'est vraiment la lenteur, l'indécision, les trucs qui tournent en rond pendant des heures. Et donc, à l'excès dans le rouge, il y a un côté un peu bulldozer chez le rouge. Il va un peu vite et il peut oublier les gens autour de lui. J'ai mis des petites vignettes pour qu'on se représente par la symbolique les différents profils. Et notamment, par exemple, si le rouge était un animal, bah, clairement, ce serait un lion. Le lion, il est fier, il est fort, il est déterminé, il est toujours prêt à prendre la tête du groupe, quoi. On va le voir comme ça. Si c'était un objet, bah moi j'ai choisi la Ferrari, rapide, puissante. Voilà, il y a cette notion de performance dans cette voiture, par exemple. Si c'était un arbre, ce serait un chêne, robuste, imposant, capable de résister. Voilà, il n'y a pas peur d'aller dans la tempête, clairement. Si c'était une ville, j'ai mis New York parce que New York, c'est une ville dynamique et le rouge, il est dynamique, ambitieux, toujours en mouvement. Il est bien quand ça bouge. Si c'était un monument, ce serait l'Empire State Building, vous voyez, symbole de pouvoir et de réussite. Ça lui correspond bien. J'aurais pu mettre la Trump Tower, vous voyez, typiquement, ça aurait très bien pu fonctionner également. Si c'était un sport, ce serait la boxe, parce que clairement, le côté intense, le côté compétitif, très orienté sur la victoire. Et si c'était une citation, s'il y a une citation qu'on pouvait lui attribuer, ben on mettrait celle-ci, Veni Vidi Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc vraiment, le rouge, c'est l'énergie, la compétition, l'action. Euh, un profil dominant peut contester ce que vous lui dites, il peut argumenter, il veut garder le contrôle de la situation. Et c'est pas forcément toujours de l'opposition, hein, évidemment, ça peut juste être sa manière à lui de fonctionner. Avec un rouge, plus vous allez être direct et concret, et plus la communication elle sera efficace. Alors peut-être que déjà en parlant de ce rouge, il y a peut-être déjà des images qui vous viennent ou des personnes que vous côtoyez au quotidien et vous vous dites, ah bah moi j'en connais des rouges. Et on se rend compte que plus je sais comment il fonctionne et plus je sais aller sur son terrain et mieux j'arriverai à communiquer avec lui, évidemment. Alors, le profil jaune, c'est l'influent. C'est celui qui est orienté relation, celui ou celle qui est toujours enthousiaste, sociable, optimiste, expressif, la personne qui aime créer du lien, qui aime bien partager ses idées, entraîner les autres dans son énergie. Vous voyez, quelqu'un de fédérateur, on va dire, hein. C'est quelqu'un de créatif, souvent très inspirant dans sa façon de fonctionner, qui va lancer facilement des projets, qui va convaincre hein, parce que c'est quelqu'un qui aura une bonne capacité à communiquer, à fédérer autour d'elle, qui parle facilement, qui va réfléchir souvent à voix haute, par exemple, personnes qui vont être très sensibles au regard et à la reconnaissance des autres aussi, évidemment. Euh, dans l'œil de l'autre, ce sont des personnes qu'on apprécie pour leur dynamisme, leur convivialité, leur capacité à mettre de l'ambiance dans le groupe, à créer une ambiance. Et puis, à l'excès également, à l'excès dans le jaune, dans l'influent, ce sont des personnes qui peuvent devenir dispersées, qui peuvent manquer de rigueur ou promettre des choses qu'ils n'arriveront pas à tenir finalement. Mais l'intention est tellement bonne, le côté sociable et chaleureux et convivial est tellement fort que parfois ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Donc, dans votre entourage, si vous connaissez quelqu'un qui commence une histoire, et puis une autre, et puis une troisième, avant d'avoir terminé la première, bah,
pareil, là, probablement une bonne dose de jaune, certainement, dans ce profil. Dans un groupe, le jaune, c'est souvent celui qui dit bon, bah, on a bien bossé, on va boire un verre tous ensemble. Oui, celui qui crée, qui sait créer l'événement, les moments chaleureux. Donc, alors, ce support, vous allez l'avoir, hein, donc, vous voyez, tout ce qui est écrit en petit, là, je le balaye rapidement parce que vous le redécouvrirez en détail. Ce qui fait avancer un profil influent, c'est la relation. Influencer, convaincre, fédérer, ça lui correspond bien. Il adore embarquer les autres dans ses idées. Plus il y a de monde autour, plus il est dans son élément. Le jaune, il a besoin de se sentir impliqué, reconnu. Il aime bien qu'on écoute ses idées, qu'on réagisse, qu'on lui dise quand quelque chose est réussi. Donc la reconnaissance, ça veut dire que c'est important pour un jaune. C'est un carburant, c'est même on peut considérer que c'est un carburant. Ce qui peut déstabiliser un jaune, c'est le manque de réaction, de reconnaissance autour de lui, à l'inverse pour le coup. Si personne réagit ou si l'ambiance est froide ou distante, ça peut, voilà, le jaune, il peut s'éteindre, son énergie, elle peut s'éteindre. Donc, l'excès son enthousiasme peut emmener le jaune parfois à partir un peu dans tous les sens, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais faute à l'excès, s'il n'y a pas suffisamment d'organisation pour tout mener jusqu'au bout, ça peut poser problème. Donc, ce qui va l'aider à progresser, un jaune, c'est de se structurer dans ses actions, d'écouter les autres aussi, de prendre le temps de s'organiser, d'organiser ses idées pour pouvoir tenir ses engagements. Alors, typiquement, si on devait attribuer un animal pour la symbolique du jaune de l'influent, moi j'ai mis un perroquet parce que le perroquet, il y a quelque chose de très social, de très bavard, toujours prêt à discuter finalement. Il y a peu d'animaux qui nous permettent ça. Si c'était un animal, si c'était un objet, pardon, j'ai mis un micro parce que c'est quelqu'un qui aime bien partager ses idées, c'est quelqu'un qui aime bien prendre la parole, qui le fait volontiers, avec sincérité. Si c'était un arbre, j'ai mis le palmier. Il y a quelque chose d'exotique, d'attirant, synonyme un peu de plaisir hein, derrière cet arbre-là. Si c'était une ville, bah, j'ai mis Las Vegas parce que Las Vegas, la lumière, l'énergie, l'animation, ça correspond bien. Si c'était un monument, voilà, l'emblématique Tour Eiffel, hein, le côté glamour sous les projecteurs, ça correspond bien au jaune. Si c'était un sport, j'ai mis la danse parce qu'il y a quelque chose de très expressif, de très vivant, une communication dans la danse. Et la citation qui lui va bien, c'est «La vie est une fête, il faut la célébrer». Voilà, c'est sa philosophie, ça pourrait être résumé à ça. Donc là, pareil, peut-être que vous vous dites, ah, un tel, je suis sûre qu'il ou elle est jaune, ou en tout cas, il doit y en avoir dans son profil. Parce qu'on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, hein, évidemment. On va parler des nuances juste après. Alors, le profil vert, c'est le profil stable, celui qui est orienté relation, soutien, harmonie. C'est l'individu, l'être calme, patient, fiable, souvent la personne sur qui on peut compter en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui va aimer aider, écouter, accompagner les autres, quelqu'un qui va contribuer, même de façon très naturelle, à créer un climat de confiance dans un groupe. C'est intuitif chez elle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire ça de façon très, très naturelle. C'est quelqu'un de très attentif aux relations humaines, quelqu'un qui va privilégier la coopération, la stabilité, plutôt que la confrontation. Donc, un vert avec un rouge, faut s'adapter. Il faut que l'un et l'autre fassent des efforts pour s'adapter à l'autre, hein. Le vert, il prend le temps d'écouter, il prend le temps de comprendre. C'est celui qui va naturellement, intuitivement réussir à apaiser les tensions. Dans l'œil de l'autre, on l'apprécie parce que on le voit comme quelqu'un de bienveillant. Sa fiabilité, sa capacité à créer un environnement serein, ça rassure les autres. Ça fait du bien d'avoir un verre près de soi. Euh, à l'excès dans le côté vert, dans le côté stable, le vert, il peut avoir du mal à s'affirmer. Il peut éviter les conflits ou bien résister au changement si il se sent bousculé. C'est quelqu'un qui va avoir du mal peut-être il peut faire face au changement, mais il faut qu'on lui laisse du temps. Il ne faut pas que ce soit dans la précipitation. Dans une équipe, le profil stable, c'est souvent celui qui remarque qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien avant même que la personne ait dit qu'elle n'allait pas bien. Donc, si dans un groupe, vous avez quelqu'un qui dit ben, attendez, est-ce que tout le monde est d'accord? Vous voyez, cette personne qui se soucie de savoir si tout le monde est d'accord, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui a une dominante plutôt verte. Donc, ce qui motive un stable, c'est avant tout d'être utile aux autres. C'est quelqu'un qui va aimer accompagner, soutenir les autres, donner des conseils. C'est celui qui donne de l'énergie, celui qui va faire en sorte, sentir qu'il contribue au bien-être du groupe, ça lui fait du bien. Voilà, il se fait du bien. Si vous allez bien,
eh ben, il va aller bien. Le ver, il a besoin de relations harmonieuses autour de lui. Il aime bien se sentir accepté, du coup, hein, c'est important. Se sentir en confiance, dans un environnement qui soit respectueux, on va dire. Ce qui peut le déstabiliser, je disais, c'est les changements brusques, c'est les tensions, les conflits. Donc, quelqu'un qui se replie parce qu'il a peur du conflit, c'est probablement un ver. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas discuter avec vous. Ça veut dire que ça va trop vite et il faut poser les choses et parler calmement. Et là, il sera en capacité d'interagir avec vous. Euh, le fait de vouloir être trop dans l'harmonie, parfois les vers ils s'effacent, ils se mettent en retrait, en recul, ou alors ils sont capables d'accepter des choses alors que ça leur convient pas du tout, mais ils préfèrent tellement le calme, la paix et l'harmonie qu'ils sont prêts à prendre sur eux des tas de problèmes, des tas de conflits ou des tas de situations qui leur conviennent absolument pas. Donc à l'excès, c'est ça le problème d'un ver, c'est de prendre trop sur soi pour éviter le conflit. C'est pas une bonne chose finalement, ça règle pas les problèmes. Alors si c'était un animal, j'ai mis le chien de berger. Alors pas n'importe quel chien, hein, le chien de berger. Parce que le chien de berger, c'est un animal calme, loyal, protecteur, attentif à son berger. Bah, ça lui correspond bien par exemple. Un objet, ce serait une lampe douce, vous voyez, une lampe de chevet, une lumière douce, rassurante, qui apporte un éclairage rassurant. Si c'était un arbre, un sol pleureur. Vous voyez, il y a quelque chose de protecteur. On peut s'abriter sous un sol pleureur. Il y a quelque chose d'apaisant et de protecteur dans cet arbre. Si c'était une ville, j'ai mis Kyoto parce que c'est une ville qu'on perçoit, enfin symboliquement, elle renvoie une image calme, quelque chose d'harmonieux, tournée vers la tradition aussi, l'équilibre. Comme ils n'aiment pas trop les changements, à l'inverse, du coup, les Verts sont des gens qui aiment beaucoup les traditions, sont attachés aux traditions. Si c'est un monument, j'ai mis le Taj Mahal parce que c'est un symbole d'amour et de dévotion. Et finalement, c'est tout ça un verre, hein, un verre à l'excès dans le verre, évidemment. Et si c'était un sport, ben, j'ai mis le yoga. Voilà, la recherche de l'équilibre, le calme, l'attention aux autres. Et alors, la citation qui lui va bien au verre, c'est un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Parce que clairement, le verre, il y a beau vous trouver des défauts, ben, il vous aimera bien quand même. Il arrivera toujours à trouver des circonstances atténuantes. Il vous prend comme vous êtes. Donc, c'est important de le prendre comme il est également. Alors, ensuite, on a le profil bleu. Le profil bleu, c'est le profil consciencieux. L'un, c'est l'individu orienté analyse, précision, rigueur, structure, qualité, etc. Donc, c'est des gens organisés, méthodiques et réfléchis, qui aiment bien comprendre les choses en profondeur. Et ce sont ceux ils vont toujours s'assurer que le travail il est bien fait, il est fait correctement. Donc, ce sont des personnes qui observent, qui analysent, qui vérifient les informations avant de se lancer, avant d'agir. Euh, pour le bleu, pour le consciencieux, la rigueur et la fiabilité, c'est essentiel. C'est une question de principe, une question c'est dans leur fonctionnement. Voilà, ils ne peuvent pas fonctionner autrement que comme ça. Ils vont préférer prendre plus de temps à réfléchir plutôt que de décider trop vite ou de prendre des décisions s'ils n'ont pas toutes les infos. Euh, dans les profils disques, on remarque qu'un un bleu, sa parole était assez rare finalement. Par contre, quand il prend la parole, c'est très pertinent. Vous voyez, donc il parle peu, mais il parle bien. Enfin, quand il parle, on peut l'écouter, on peut se fier à ce qu'il nous dit. Donc on apprécie sa rigueur, son sens de l'analyse, on le voit comme quelqu'un de fiable. Alors à l'excès, comme tous les autres, dans tous les cas, il peut y avoir des points bloquants. Ça peut devenir des gens très perfectionnistes ou des gens qui hésitent à prendre des décisions ou à donner on peut les trouver très critiques, trop exigeants. Et du coup, ils ralentissent un petit peu les choses. Ils sont toujours en train de s'arrêter sur des détails qui ont peut-être pas une importance essentielle. Mais du coup, pour eux, tous les détails sont importants. Donc, à l'excès, ils peuvent être un peu tatillons, un peu maniaques, un peu perfectionnistes. Euh, si on observe un petit peu le profil bleu, c'est voilà, le travail bien fait, l'exactitude, la qualité, la cohérence. Voilà, ça, c'est des mots qui lui correspondent bien. Euh, Son exigence, elle peut poser problème dans une entreprise, par exemple en mode start-up, où il faut quand on est en mode projet dans une start-up, par exemple, et que on agit, on met en place, on corrige en allant, un bleu peut être pas très à l'aise avec ça. Dans une entreprise, par contre, où on travaille sur la certification qualité, on travaille sur quelqu'un qui travaille dans la qualité, il va être très à l'aise hein, en tant que bleu. Enfin, en tout cas, il aura trouvé sa place, évidemment. Donc, ce qui peut aider un bleu, c'est passer à l'action et accepter que l'imperfection, c'est pas une horreur, quoi. Parfois, sortir un peu du cadre, c'est possible.
hein, d'assouplir un petit peu ces schémas. Alors l'animal qui lui va bien, bon, j'ai mis la chouette parce qu'il y a quelque chose de très observateur, très analytique, hein, chez cet animal. Le bleu, il prend du recul avant d'agir. Si c'est un objet, j'ai mis un microscope, précision, méthode, vous voyez, l'attention focalisée sur les détails. Si c'est un arbre, j'ai mis l'érable. Ça paraît solide, un érable. C'est très structuré, ça offre quelque chose de très constant. Puis, les feuilles sont très, très belles. Je dis l'érable, pas du tout, le bonsaï, pardon. Il y a quelque chose de très structuré, il y a quelque chose de très précis. Voilà, c'est méticuleux. Si c'était une ville, j'ai mis Zurich, parce que voilà, la ville de Zurich, elle est réputée pour être propre, organisée. Voilà, on associe cette image de Zurich à la qualité. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Si c'était un monument, j'ai mis la Bibliothèque nationale de Paris, parce que l'image de cette bibliothèque est vraiment extraordinaire. Ce lieu de connaissance, d'analyse, de réflexion, c'est vraiment quelque chose de très joli. Et puis la phrase qui résume bien le sport, pardon, ce serait le golf, parce que là, ça demande d'aligner beaucoup de gestes, ça demande de la concentration, de la précision. Donc, le golf lui va plutôt bien. Et la citation qui lui va bien, en tout cas qu'il faudrait réussir qu'on peut associer au bleu, c'est la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà, cette citation, elle va bien à un bleu. Donc, beaucoup de métiers scientifiques, de métiers médicaux, par exemple, on trouve souvent une dominante bleue, par exemple, hein. Mais tout ça, c'est presque une caricature, ce que je viens de présenter. En réalité, personne n'est complètement rouge, complètement jaune, complètement vert ou complètement bleu. On est tous une combinaison très personnelle, très unique, un dosage très nuancé des 4 couleurs, avec bien sûr une couleur principale, une couleur plus forte, une couleur qui est plus marquée. Mais on a possiblement tous un peu des 4 styles de comportement, mais à des degrés, à des intensités variables. Donc souvent, on peut avoir une ou deux composantes principales, en général contiguës sur le disque, une seule couleur, par exemple, vous voyez, une seule couleur, on serait tout rouge ou tout bleu, tout jaune, tout vert, c'est plutôt rare, on va dire, je ne vais pas dire jamais, parce qu'il peut y avoir des exceptions, évidemment. Ou alors quand on a des couleurs qui sont diamétralement opposées, par exemple, un jaune qui est aussi très bleu, ça s'oppose dans le disque, donc c'est plus rare également. Et une répartition complètement uniforme, pareil, c'est rare aussi, hein, le fait d'avoir quasiment autant de jaune que de rouge, que de bleu, que de vert, pareil, c'est plutôt rare. Donc, il faut se dire que c'est quelque chose de nuancé, comme une palette de couleurs et chacun a un dosage de sa couleur. Je le précise parce que dans le questionnaire que vous allez avoir, on ne fera pas la différence entre le profil au travail et le profil dans le privé, hein, le profil social versus le profil naturel, mais on peut très bien être un rouge au travail et un jaune dans la vie privée, voyez, parce que le profil naturel, c'est dans la vie perso, et le profil adapté, bah, c'est le rôle qu'on endosse, la fonction qu'on occupe, nous oblige à travailler, à développer des aspects de notre personnalité qui vont avec la fonction. Donc, on peut très bien être rouge dans le travail et même à l'opposé, stable, vert dans la vie privée. Donc, les petites combinaisons qui peuvent exister, un rouge-jaune, c'est quelqu'un on l'appelle le motivateur. Celui qui va entraîner les autres et qui va être très orienté action, mais dans l'enthousiasme, évidemment. Le rouge-jaune, c'est le leader positif. C'est le manager qui a compris que pour emmener son équipe, eh ben, il faut être dans le relationnel. On n'est pas dans l'autorité, on est dans le lead naturel, quoi, en fait. Le rouge, le vert, le jaune vert ou vert jaune, peu importe, c'est le facilitateur, celui qui crée du lien, qui va être celui qui va savoir créer la coopération, faciliter la coopération dans un groupe. Le bleu-vert, c'est le coordinateur. Lui, il sécurise, il structure, il accompagne. Vous voyez, la somme du bleu et du vert, ça donne ça. Alors, je l'ai mis en violet parce que du coup, du bleu et du rouge, quand on les mélange, ça donne du violet. Donc, l'organisateur, on va l'appeler comme ça, celui qui a la capacité de décider, de structurer pour atteindre des objectifs. Le mobilisateur, c'est celui qui a, de façon opposée, du rouge et du vert. Le mobilisateur, alors c'est plus rare parce que c'est des couleurs qui s'opposent, hein, mais c'est un leadership avec un gros sens du collectif. Donc ça reste des leaders, mais qui n'oublient jamais leur base, des leaders rassurants qui vont emmener le collectif. Un peu différent du
du jaune, du rouge-jaune, hein, évidemment. Et puis, à l'opposé également, l'activateur, le jaune-bleu, c'est celui qui est capable d'associer sa créativité à sa rigueur. Voilà. C'est moins naturel, c'est moins intuitif, ça paraît moins logique quand on le voit comme ça, mais c'est possible quand même, malgré tout. Donc, c'est que des exemples, hein. En réalité, chaque personne elle a un mélange unique et vous découvrirez votre mélange à vous. Améliorer ses relations interpersonnelles grâce au disque, eh ben, c'est de se dire comment je reconnais un rouge, comment je fonctionne avec lui. Parce que tout l'intérêt est là, c'est de savoir comment on fonctionne, c'est bien, mais comment j'interagis avec l'autre. Je ne vais pas tout détailler parce que bien évidemment, on n'aurait pas assez de temps peut-être de passer en revue tout ce qui va être sur les slides, mais le vrai intérêt, c'est de savoir reconnaître à qui je m'adresse. Typiquement, reconnaître un rouge, il parle fort, il parle vite, il a un ton qui peut être un peu autoritaire. Il va occuper l'espace, vous voyez, il fait des gestes, il n'a pas peur d'occuper l'espace. Si il baille quand c'est trop long, ou alors il va s'étendre sur la chaise, vous allez voir son ennui. C'est-à-dire qu'il ne va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est quelqu'un, si ça ne va pas assez vite, ça va se voir très très rapidement. La prise de contact, elle est forte, c'est-à-dire la poignée de main, elle est ferme, rapide, et il vous regarde droit dans les yeux. C'est quelqu'un d'ailleurs, par son aplomb et son côté très direct, peut mettre mal à l'aise un bleu ou un vert, hein, par exemple, évidemment. Donc, on peut le reconnaître, ce sont des signaux forts, mais il peut y avoir des signaux plus faibles, hein, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des indications. Sur la façon de communiquer avec un rouge, ben, à l'oral ou par mail ou à l'écrit, on va adapter. Par exemple, à l'oral, aller direct à l'essentiel. Il veut du factuel, voilà. Ne faites pas de roman, mais allez directement au fait. Il va parler de toute façon plus qu'il ne va vous écouter. Donc, si vous avez peu de place pour parler, dites les choses tout de suite, par exemple. Il va être focalisé sur la réponse qu'il attend. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez raconter quelque chose, puis il va dire, oui, 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 bon, et bref, et alors? Donc, vous voyez, quelqu'un qui veut déjà obtenir la réponse à sa question. Il va vous couper la parole ou il va parler dès qu'il y a un blanc. Ça va pas le gêner. Et donc, par mail, bah, c'est pareil, vous pouvez le reconnaître. Il faut que ce soit rapide et efficace avec un rouge. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec qui, bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end, ici l'équipe va bien. Non, lui préférera aller à l'essentiel. D'ailleurs, vous pouvez vous passer des formules de politesse, c'est pas forcément quelque chose. En tout cas, lui, il va pas forcément y mettre toujours les formes. Euh, Dans le contenu, si vous cherchez à reconnaître le mail d'un rouge, il est bref, il donne la conclusion en premier, c'est-à-dire voilà, nous avons eu la réunion et nous en sommes arrivés à telle conclusion. Peut-être il développera, peut-être il donnera les explications, mais il va droit au but. Il prend pas de nouvelles, il prend pas de nouvelles, il n'utilise pas les mails comme un chat. C'est pas quelqu'un qui va mettre des petits smileys dans son mail, par exemple. Voilà. Il peut y avoir l'impression que c'est un peu froid, un peu brut de décoffrage, mais c'est juste son mode de fonctionnement. Il s'encombre pas beaucoup, on va dire, des formes, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le rouge. Comment on reconnaît un jaune? Alors, un jaune, il parle avec beaucoup d'inflexion dans la voix. Vous voyez, des aigus, des graves. Il y a du rythme, il y a du relief. Il est dynamique. Il peut rire un peu fort, peut-être, c'est possible. Il parle avec les mains. Il préfère être debout plutôt qu'assis au fond de la pièce. Vous voyez, c'est celui qui va rentrer dans la pièce et qui va balayer du regard la pièce pour voir qui est là. Quelqu'un, on dit, qui aime être à la mode, qui aime bien adapter son look à son environnement. C'est quelqu'un pour qui l'image, par exemple, bah, c'est important. Et ça ne veut pas dire que ça en fait pas quelqu'un de superficiel du tout, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est quelqu'un pour qui l'image, ça traduit déjà un petit peu qui on est. Il sait que à travers son look, son style vestimentaire ou sa manière d'agir, de bouger, de s'exprimer, eh bien, il fait passer des messages à propos de lui. La poignée de main, elle va être ferme. C'est quelqu'un d'ailleurs qui adore serrer les mains. Il doit y avoir dans les politiques du jaune, par exemple, parce qu'il faut aimer aller vers les gens, il faut aimer serrer les paluches, se souvenir du prénom de tout le monde, exactement, le profil en tout cas d'un politique en campagne, on va dire, hein, peut-être plus précisément. Il regarde les gens dans les yeux, c'est quelqu'un qui est assez tactile, il vous serre la main puis il vous enlace. Les gens assez tactiles sont souvent, peuvent être en tout cas détectés comme étant des jaunes. Euh, Si vous communiquez avec un jaune, à l'oral, comment on le reconnaît? C'est quelqu'un qui aime bien les dernières news, les rumeurs. Voilà. C'est quelqu'un qui trouve un sujet de conversation facilement. Donc, en effet, ah tiens, t'as vu ça? J'ai vu qu'il y avait eu ça. Tiens, je suis allée à cette dernière expo. C'est quelqu'un qui a toujours un sujet de conversation pour créer du lien, en fait. C'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, les dernières news ou les rumeurs, mais c'est plus
quelqu'un qui va toujours avoir un petit mot pour créer du lien avec les gens, créer, fédérer. Voilà, c'est dans le bon sens du terme, hein. Il parle beaucoup, il aime beaucoup les discussions. D'ailleurs, il parle probablement plus qu'il n'écoute également, en bon extraverti qu'il est. Il donne son sentiment, il réfléchit à voix haute, c'est quelqu'un qui parle à voix haute, qui peut couper la parole tellement il a de choses à dire. Évidemment, a dit oui, je sais, mais je suis déjà allé, et puis il va vous raconter son histoire alors que c'était la vôtre au départ. C'est possible, voilà. Par mail, à l'écrit, tous les mails que vous allez recevoir d'un jaune sont certainement très personnalisés. Parce qu'un jaune peut trouver les mails un peu impersonnels et ennuyeux. Donc lui, il va mettre des formules de politesse, mais pas que. Il va vous raconter les choses dans le détail, peut-être. Le mail que le jaune vous envoie est probablement long, alors que celui que vous lui envoyez, vaut mieux qu'il soit court pour aller à l'essentiel, parce qu'il risque de se disperser dans les informations, par exemple. Donc lui, il va mettre du relief dans son mail, histoire de rendre ça le plus attractif possible. Il y a même des smileys, des petites anecdotes au passage, des messages personnels en disant voilà, j'espère que tu vas bien depuis l'autre fois, on a passé un bon moment et comment vont les enfants. Voilà, ça c'est typiquement le jaune par excellence. Et encore là, je redis bien, c'est un peu caricatural hein, la façon dont je le présente, hein. C'est un dosage évidemment, hein. Donc voilà, il prend des nouvelles, il vous dit comment il va, il vous envoie des blagues, c'est celui qui vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est celui qui partage les blagues, les trucs marrants, voilà par exemple. Comment on reconnaît un vert? Alors un vert, c'est quelqu'un qui parle pas forcément très fort à l'inverse. Le rythme est plus lent, il fait des pauses, il y a assez peu de variations hein, dans la voix. Il va pas faire de grands gestes, il va bouger peu, va être un peu à sa place, il va pas oser envahir l'espace des autres. Quelqu'un qui peut marcher doucement, qui a un style assez sobre. On détecte pas forcément les émotions sur son visage. C'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un d'introverti quand même à la base. La poignée de main n'est pas forcément très forte. Et c'est quelqu'un qui peut être mal à l'aise si vous la fixez du regard. Voilà, parce que le côté introverti fait que le contact direct, le regard fixant, confrontant, ça peut mettre la personne mal à l'aise. Si vous voulez la reconnaître à l'écrit ou à l'oral, bah là c'est pareil, il peut y avoir des signaux faibles. Euh, à l'oral, c'est quelqu'un qui va écouter le contexte, qui va chercher à connaître l'histoire des gens. C'est-à-dire, avant de parler, elle va vous demander, elle va vous poser des questions à vous, elle va vous faire parler. C'est quelqu'un qui écoute plus qu'il parle, à l'inverse d'un rouge ou d'un jaune, par exemple. Quelqu'un qui va poser des questions plus que s'affirmer. Un rouge est sûr de lui, il y a de l'assurance, quelqu'un de fonceur. Un vert va toujours douter, hein. Avant d'affirmer quelque chose, il va douter, il va se poser la question, est-ce que je me trompe pas? Euh, il peut sembler parfois un peu lent, mais la réflexion d'un verre est beaucoup plus profonde. Alors, c'est pas qu'il travaille lentement, c'est qu'il va un peu plus au fond des choses. Euh, c'est quelqu'un qui va s'arrêter de parler quand les autres parlent. Ce que dit l'autre est souvent plus important que ce que lui pense, que ce que lui va avoir à dire. Donc, si vous lui coupez la parole, ben, il va pas chercher à reprendre la parole derrière, évidemment. Par mail, à l'écrit, c'est pareil, hein. C'est des gens qui vont préférer ils vont préférer vous passer un coup de fil plutôt que de vous mettre un message par mail. Quelqu'un qui va dire, ben, je t'appelle rapidement, ça ira plus vite. Quelqu'un qui préférera l'échange authentique, sincère, direct avec la personne. Donc, qui préférera vous appeler, faire un message à l'oral. Bien sûr, des gens qui sont sensibles aux formules de politesse. Un contenu qui sera moyennement long, il ne va pas tout de suite entrer dans le vif du sujet, il va mettre les formes pour arriver tout doucement à son sujet. Il va prendre de vos nouvelles. La personne peut peut-être sembler longue à répondre parfois, mais par souci de bien faire, hein. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas du désintérêt, mais pour être sûr de bien vous répondre, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre le temps de répondre, même à un texto. J'ai mis par mail, mais ça peut être aussi en réponse à un texto ou autre, évidemment. Et puis le bleu, comment on reconnaît un bleu? Pareil, hein, un bon introverti, hein, vu qu'ils sont dans la catégorie des introvertis, les verts et les bleus, c'est quelqu'un qui parle pas forcément fort, qui parle pas forcément vite, que le ton peut être un peu monocorde, quelqu'un qui va contrôler ses gestes, quelqu'un souvent d'assez classique et sobre. Donc, pareil, on voit pas trop les expressions du visage. Sur l'expression du visage, on va pas détecter forcément ce que la personne pense ou ressent. La poignée de main n'est pas du tout automatique chez un bleu, par exemple, hein. De même que pour le vert, il ne va pas vous regarder dans les yeux. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout tactile. Vaut mieux même éviter d'envahir un peu son espace, parce que ça pourrait être confrontant, malaisant pour un bleu. Et puis, le reconnaître et communiquer avec lui de la bonne façon. Euh, à l'oral, donner des faits, parler des idées. Il faut que tout suive une certaine logique, en fait. Plus vous allez suivre la logique, plus il va vous suivre et plus il va adhérer à ce que vous lui dites. Il écoute plus qu'il ne parle.
Et lui, pour le coup, il préfère les mails, parce que les mails, on peut les retracer, on peut les archiver, etc. C'est plus factuel. Il a besoin de réfléchir avant de répondre. Donc lui, c'est pareil. S'il ne vous répond pas tout de suite, c'est qu'il n'a pas la réponse et qu'il a besoin de réfléchir. Et il s'arrête de parler s'il est coupé. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un verre qui, il s'arrête parce qu'il trouvera que ce que vous dites c'est plus intéressant que ce que lui a à vous dire. Lui, le bleu, il s'arrête de parler parce que s'il n'arrive pas à dérouler son argumentation, son propos, etc., si vous le coupez dans son élan, ça le bloque et après, il peut avoir du mal à reprendre la conversation avec vous. Par mail, comme il adore plutôt les mails, il est très à l'aise d'ailleurs généralement avec la technologie, avec l'informatique, avec les outils, l'IA et tout ça par exemple. On peut imaginer qu'un bleu est beaucoup plus à l'aise avec tout ça. C'est pas forcément quelqu'un qui va mettre beaucoup de formes, hein, les formules de politesse, etc. C'est pas forcément son truc, mais lui va vous donner toutes les explications avant d'aller à la conclusion. Vous voyez, typiquement, vous allez comprendre exactement le développement de son raisonnement et pourquoi, comment il a fait pour en arriver à la conclusion, par exemple. Il prend pas de nouvelles forcément, il peut être long à répondre également par souci d'apporter les bonnes réponses, des réponses précises et fiables. Donc on peut trouver qu'il est un peu long dans sa manière d'interagir avec les autres. Donc en fait, quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a pas un profil parfait et un profil moins bon. Tous les profils, en somme, sont de bons profils à condition d'identifier à partir de quand on est à l'excès dans sa couleur. Donc, finalement, que ce soit dans une équipe, que ce soit dans une famille, que ce soit entre amis, etc., plus j'arrive à comprendre comment fonctionne mon interlocuteur, plus j'arrive à aller sur son terrain. Parce qu'en fait, c'est ça le piège. On communique avec l'autre en pensant que l'autre, en s'adressant à l'autre comme on aimerait qu'il nous parle nous. Alors que la démarche est totalement inverse. Il faut réussir à identifier comment fonctionne l'autre pour aller sur son terrain, utiliser son modèle, son schéma, pour se faire comprendre. Et ensuite, lui pourra de façon efficace entrer en contact, communiquer avec nous de manière efficace. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que ce soit en équipe, en famille, entre amis, peu importe, etc. L'idée, c'est de se dire que tout ça, il ne faut pas être qu'avec des gens qui nous ressemblent. Parce qu'en effet, on peut avoir tendance à trouver que oh, un tel, c'est facile, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on se regarde, on s'est compris. Oui, c'est bien, mais on peut être un peu limité parce qu'on sait très bien que des bleus entre eux, ça communique pas beaucoup à l'oral, ça bûche sur un truc, mais par contre, c'est pas les rois de la communication. On sait très bien que l'échange, la transmission d'infos, elle n'est pas forcément naturelle, fluide et intuitive chez eux. Des jaunes entre eux, si on met que des jaunes sur un projet important, voilà, il y a intérêt à ce qu'il y ait un bleu qui traîne pas loin pour essayer de structurer, amener un cadre et permettre qu'on ne se disperse pas trop. Le vrai intérêt d'identifier les couleurs, c'est de se rendre compte qu'il y a des forces, il y a des points bloquants, forcément il y a des limites, il y en a toujours, s'il y a des forces, il y a forcément des limites, et c'est de se dire comment ensemble, collectivement, on arrive à tirer le meilleur parti de tout le monde, en acceptant qu'on est différent, mais la différence de l'autre vient compléter mon manque ou mes lacunes ou mes carences à moi, en fait, finalement. Donc, la diversité des profils, que ce soit au travail ou à la maison, regardez, même si vous avez plusieurs enfants, il y a des enfants très structurés, très organisés, et puis dans la chambre du deuxième, c'est le bazar total. Donc, c'est comment j'aide mon deuxième, qui est un peu bordélique, à travailler un petit peu pour devenir un peu bleu, et comment celui qui, par exemple, est peut-être très structuré, très organisé, à pas être aussi psychorigide sur ses devoirs, parce que ça lui ferait du bien d'être un peu plus souple. Donc, c'est de réussir à identifier quels peuvent être les points bloquants. Je parle en famille, surtout auprès des enfants, parce que finalement, c'est des adultes en devenir. Hein, donc, c'est très tôt qu'on peut considérer ces facteurs-là et de se dire comment faire en sorte que ça soit équilibré, plus agréable, plus confortable, de manière à ce que chacun grandisse en sachant s'adapter à l'autre, évidemment, et en travaillant sur ses propres points bloquants. Voilà. Donc, la petite phrase que je mets pour clôturer ça, finalement, c'est communiquer efficacement, c'est pas juste dire la vérité, c'est dire la vérité d'une manière que l'autre peut entendre. Votre vérité, parfois, mais c'est la vérité, c'est votre vérité, peut-être d'ailleurs, on peut imaginer qu'il peut y avoir plusieurs vérités, mais c'est surtout que si ce que vous dites par exemple est quelque chose de 100% fiable, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous dites, ça peut être contesté, argumenté, voilà, il peut y avoir de l'adversité, simplement parce que la manière dont le message passe, il n'est pas entendable par l'autre. Et on commençait par un titre qui disait parler pour être entendu. C'est dommage parfois d'avoir des choses intéressantes et des choses fiables à exposer ou à partager.
Mais faute du bon canal, de la bonne méthode, du bon moyen, on n'arrive pas à se faire entendre. Et si je retranspose encore une fois ça à la famille, parfois, en tant que parent, on a notre modèle et on considère que c'est comme ça qu'il faut que mon enfant comprenne. Et si j'allais un peu plus sur son terrain, est-ce que ma vérité peut devenir un peu la sienne aussi si simplement je modifie, je change ma façon de m'adresser à lui, j'ajuste un peu le canal en considérant, bah tiens, je vois il y a certainement un peu de jaune ou il y a certainement un peu de rouge ou de vert ou de bleu chez mon enfant ou mon ado, et de voir que c'est pas figé, on sait que ça peut évoluer, hein. Et comment je peux améliorer aussi les relations à la maison? Finalement, ça peut être un bon terrain de jeu, hein, un excellent terrain d'entraînement, d'essayer d'adapter les outils du disque à la famille, parce que c'est voilà, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Ça amène la créativité d'ailleurs, et de faire comprendre d'ailleurs faire le test, le questionnaire, j'ai le test, alors j'ai dit c'en était pas un, mais faire le questionnaire aux enfants, pourquoi pas aussi, hein, en l'adaptant peut-être un petit peu, en ajustant un petit peu les questions pour eux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça, l'idée qu'on retient, euh, c'est une question d'adaptation, d'ajustement, c'est accepter d'aller sur le terrain de l'autre et de pas penser que l'autre communique comme on aimerait qu'il communique avec nous. C'est peut-être juste ça, finalement, le point de départ. Alors, il nous reste du temps pour les questions, je pense. Merci beaucoup, Corinne. Est-ce que vous avez des questions, sachant que je le répète, vous aurez la présentation, le webinaire et le fameux questionnaire qui vous permettra déjà de, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que c'est vrai que ça peut, vous pouvez savoir de quelle couleur vous êtes en termes de dominante. Euh, Est-ce que, voilà, vous aurez ça, mais en tout cas, ça permet d'être un bon guide. Euh, et pour lancer les questions, voilà, je vous encourage aussi à le faire en équipe. Moi, je suis manager, par exemple, jaune en dominante, et j'ai dans mon équipe d'autres couleurs dominantes, voilà, et notamment une bleue. Et du coup, on a fait ce test et c'est vrai que chacun fait un pas vers l'autre pour s'adapter en termes de communication, de reporting, etc. Voilà, moi j'essaye d'être le plus factuel possible, ce qui me demande un peu d'effort. Oui, moi aussi je parle avec les mains. Et ça permet en fait de mieux se comprendre. J'avais une collègue aussi qui était bleue et moi jaune, donc par définition très, très en opposition. Et on a pris du temps toutes les deux en fait pour se dire, OK, de quoi tu as besoin pour que soit je réponde vraiment à tes besoins, mais aussi que je te rassure sur une gestion de projet notamment. On a forcément des approches très différentes sur la gestion de projet. Moi, je fais moins de tableurs Excel, je fais moins de planning. Entre guillemets, j'ai tout dans la tête, vous voyez. Et quand vous vous adressez à un bleu, le j'ai tout dans la tête, eh ben, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il ne doute pas qu'on ait la tête bien faite, mais le j'ai tout dans la tête, ça rassure pas. Voilà. Donc, bah, de se forcer, en fait, à aller vers l'autre et à mettre par écrit des choses qui lui parlent plus. Et lui, ou elle d'ailleurs, inversement, peut-être d'être moins exigeant et de se dire, bon, déjà, elle m'a fait ça, c'est vachement bien, et ça me suffit pour me rassurer. Voilà. Ouais, et de reconnaître en plus quand on voit que l'autre fait l'effort de venir sur notre terrain. Pour le coup, ouais, Voilà. la reconnaissance est importante, ouais, c'est vrai. Exactement. J'ai déjà beaucoup parlé. Alors, est-ce que vous avez des questions, des témoignages à partager, des choses à exprimer, peut-être des questions sur certaines couleurs, je sais pas. Pour le coup, je reprends l'exemple des enfants parce Ouais. que on est susceptible d'avoir affaire à des parents aujourd'hui. Si vous avez par exemple un enfant rouge un peu, il y a des enfants qui sont très tôt, très jeunes, très autoritaires ou voilà un peu colériques, etc. Eh bien, analysez le comportement de l'enfant par le prisme du disque en disant, OK, donc c'est quelqu'un qui aime bien quand ça va vite. C'est quelqu'un qui est assez factuel. Eh bien, en partant du principe qu'il se met dans cet état parce que, par exemple, ça va pas assez vite pour lui, il n'obtient pas ce qu'il veut, un rouge, il aime bien décider, un rouge, il aime bien avoir de l'autonomie, ben, d'un seul coup, si je me mets à me dire, mais est-ce que mon enfant, il n'est pas dans ce modèle-là déjà? Est-ce que je pourrais pas déjà commencer à fonctionner un peu? Alors, le but, c'est pas non plus de nourrir l'excès de rouge chez lui, hein, évidemment. C'est de lui apprendre qu'il peut y avoir il y a un cadre et des limites, évidemment. Mais de comprendre comment il fonctionne pour euh, faciliter la communication. Parce que parfois, avec un enfant colérique, un enfant très rouge, on va dire, et puis en plus souvent, il devient rouge parce qu'il est en colère, eh bien, avec cet enfant, pour ne pas que la communication elle soit rompue, je vais sur son terrain. Ce sera la meilleure façon de l'amener sur le mien, sur mon terrain à moi ensuite.
Donc, vraiment, même les enfants, vous voyez, les enfants qui se mettent la rate au courbouillon pour les devoirs, ils se mettent la pression parce qu'ils veulent absolument réussir ou ils se disent, ah mais non, mais de toute façon, j'y arriverai pas, ils ont peur des évaluations. Bah, peut-être qu'il y a du bleu chez eux. Le profil bleu, ça veut dire, OK, il a besoin peut-être d'avoir des fiches de travailler avec méthode, d'avoir un outil qui lui Mm. permette peut-être de réviser différemment. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je trouve que l'outil du disque transposé aux enfants très tôt, ça permet de les aider à travailler sur les points bloquants pour qu'ils ne tirent profit que des avantages de leur couleur et de leur couleur dominante, on va dire, et qu'ils en limitent un petit peu les points bloquants, les points limitants, quoi. Alors, on a une question de Katrina. On vous écoute. Si vous voulez débloquer votre micro, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'est super intéressant. Moi, j'ai une petite question. C'est à partir de quel âge on peut commencer à analyser déjà le profil de son enfant? À Ben, partir, oui, je trouve ça dépend de beaucoup de choses, je comprends, mais est-ce qu'il y a les âges Un âge où c'est spécifiques? prédominant, oui. C'est ça. Mhm. Je pense Merci. que chez certains enfants, ça peut se voir très très tôt, hein, vers 3, 4, 5 ans, parce que c'est très intuitif finalement, hein. Ça, c'est la personnalité de l'enfant, elle se détermine quand même assez jeune. Mais je pense qu'à partir de l'école primaire, vous voyez, le CP, CE1, là où ils apprennent vraiment la vie en collectivité, les règles, travailler, etc., c'est là où les marqueurs s'accentuent peut-être un petit peu. Donc je trouve que vers 6, 7, 8 ans, là, c'est bien de commencer à analyser les choses. Alors, je ne dis pas que notre enfant devient on l'analyse pas sous tous les angles, on le laisse grandir, évidemment, hein. Mais c'est là qu'on peut, à mon avis, commencer à déceler ce qui se joue et ce qui est en train de s'installer chez lui. J'ai l'exemple, par exemple, j'ai ma sœur, une plus jeune sœur, petite, plus jeune. Très tôt dans sa scolarité, elle était hyper stressée. Elle pouvait se lever avant, elle avait mal au ventre le matin pour aller à l'école. C'était quelqu'un de très anxieux pour les devoirs, ce que va dire la maîtresse, ce que va penser la maîtresse, est-ce que la maîtresse elle m'aime bien. Ramener des bonnes notes, c'était pas pour elle, finalement, c'était aussi pour faire plaisir aux autres. Et en fait, avec le recul, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, donc je pense à elle, et avec le recul, on se dit, mais finalement, il s'agissait peut-être, on a peut-être nourri ça autour d'elle, vu on l'a presque encouragée à être très méticuleuse, très attentionnée. On n'a probablement pas eu les bons mots qui auraient pu venir calmer un petit peu ce qui se jouait chez elle. Elle a du recul maintenant, mais je trouve qu'il reste des traces de ça. Donc c'est plutôt on s'en occupe, mieux c'est, je trouve. Merci beaucoup. Clémence, je vous laisse la parole. Oui, merci, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question parce que j'ai mon fils aîné qui va avoir 9 ans et qui a été diagnostiqué avec un TDAH. Et je me demandais dans quelle mesure euh, on pouvait enfin, faire la part des choses entre le profil et un potentiel, enfin, entre guillemets, trouble du développement, ou une Ouais, là, neuroatypie, ou enfin voilà. oui, les enfants qu'on dit en effet atypiques ou à profil particulier, je pense que là, quand vous parlez de TDAH, c'est dans des situations, ça s'exprime dans toutes les situations de la vie quotidienne ou ça se ressent plus dans sa scolarité? Alors, enfin, ça se ressent plus dans sa scolarité. Enfin, c'est là, par rapport à votre sœur, à cette envie de bien faire, à ce Oui. stress et tout. Alors, je vois avec mon deuxième qu'il est très probablement aussi que c'est pas les mêmes profils. Donc, j'imagine bien qu'on peut quand même, voilà, que le trouble vient se coller sur un profil. Mais je me demandais comment faire la part des choses, si vous voulez. Vous voyez, parce qu'il y a des parents qui disent que leur enfant a un TDAH, puis que quand ils prennent du enfin de la Ritaline, ça change du tout au tout. Enfin, je trouve que c'est difficile des fois de pas plaquer quelque chose sur un enfant et de voilà. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. À partir de quand on peut considérer qu'il vaut mieux qu'on travaille là-dessus ou à partir de quand, bah non, ça c'est entre guillemets la pathologie, c'est son Ouais. trouble qui s'exerce en fait. C'est difficile de répondre. Je vais pas avoir, je vais pas vouloir vous dire une réponse qui soit pas adaptée. Puis en plus, l'exemple de votre fils, c'est votre fils, on parle de quelqu'un de réel, donc je voudrais pas dire de bêtises. Je dirais simplement que à la relecture peut-être des profils, essayer ou même de lui faire, de le questionner, hein, de faire le questionnaire avec lui en adaptant probablement un peu les Ouais. mots et les situations pour que ça corresponde à sa vie d'enfant. Mais d'essayer de faire le test avec lui et de se dire, OK, la couleur principale, la couleur dominante qui va s'en dégager, de se dire, Mhm. ça renvoie à tel profil. OK, reportez-vous à ce qu'on a pu voir sur le profil et de se dire, est-ce que
selon la couleur dominante qui est mise en valeur dans le questionnaire, quels sont les points bloquants auxquels il est susceptible d'être confronté. Et peut-être de cibler ces points-là, mais de le faire en encadrant ça dans le disque, en fait, enfin, dans le questionnaire, de manière à ce que ce soit un peu orienté via le questionnaire. Merci. Et puis après, si vous avez une aide extérieure, quelqu'un qui connaît bien votre enfant, j'allais dire du monde médical ou psychologique, peut-être aussi en parler avec lui et voir ce qu'il en pense et comment on peut approfondir cette analyse-là. Je trouve ça très intéressant ce que je vous prenais avez soulevé. l'exemple de mon fils, mais ma question, c'est vrai qu'elle était plus générale. Enfin, c'est hyper complexe et il y a beaucoup de facteurs tout à fait. qui rentrent en jeu. Complètement. Ouais, même ne serait-ce qu'un enfant qu'on a diagnostiqué avec un trouble TDAH et un autre, ce sont déjà deux cas différents. Ce sont à chaque fois, il n'y a pas un diagnostic unique, comme pour certaines pathologies. C'est tellement différent d'un individu à un autre. C'est tellement riche. Oui. Merci. De rien, merci. Je peux pas répondre aux commentaires d'Alice. Juste, merci pour votre message. Vous aurez le webinaire, le replay, le questionnaire et la présentation dès la semaine prochaine. En fait, voilà, l'équipe de Pop et Popa vous adressera aux participants évidemment tous les éléments pour que vous puissiez en avoir connaissance. Et si jamais c'est pas le cas, vous avez mon mail en fait dans le webinaire, vous n'hésitez pas à me faire un petit rappel, je vous enverrai les éléments aussi, vous inquiétez pas. OK? Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on clôt la session en vous souhaitant une excellente journée ensoleillée, j'espère. En tout cas, je pense qu'elle doit être ensoleillée pour tout le monde. Nous, on a du soleil. Ouais, j'ai regardé la météo ce matin et j'ai regardé le temps qu'il faisait en Suisse et il semblerait qu'on ait le même temps. Une belle journée. Bon. Écoutez, je ne vois pas de main se lever, des très gentils commentaires. Merci à tous pour votre attention, parce qu'on a passé 1 heure avec une attention au sommet. On vous souhaite une très, très belle fin de journée et fin de semaine, parce qu'on est jeudi. Prenez soin de vous et on vous envoie tous les éléments la semaine prochaine sans faute. Voilà, belle fin de journée, merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir. Merci beaucoup.